Bonjour à tous, Polygone est fier de vous présenter son nouveau format, les grandes entrevues présidentielles de Polygone, dont le but est de questionner l'ensemble des candidats à l'élection présidentielle de 2022. Aujourd'hui, pour la première interview, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur Asselineau afin d'évoquer son projet politique. Monsieur Asselineau, bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux de pouvoir vous interroger sur votre programme et sur votre vision pour la France. Vous êtes le président de l'Union populaire républicaine depuis 2007. Aussi, vous avez été conseiller à la ville de Paris, puis candidat aux dernières élections présidentielles de 2017. Un des principes phares de votre réflexion politique est la consultation citoyenne. Vous proposez par exemple d'introduire le référendum d'initiative citoyenne ou encore d'imposer le recours au référendum pour tout projet de révision constitutionnelle. Pourquoi voudriez-vous introduire une part de démocratie directe dans notre système représentatif ? D'abord parce que je pense que ça manque. Je le pense d'autant plus que ça figurait déjà dans mon programme de 2017, parce que certains vont dire ils surfent sur les demandes des Gilets jaunes. Non, tout le monde peut aller voir. C'est en ligne le programme que j'avais présenté en 2017, où il y avait déjà ce référendum d'initiative populaire, comme je l'appelais à l'époque, mais référendum d'initiative citoyenne, c'est de la même façon. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, les Français ont besoin de se sentir davantage écoutés. C'est vraiment un sentiment que l'on a quand on circule beaucoup en France, comme je l'ai fait, comme je continue de le faire. Les Français ont le sentiment qu'ils élisent des responsables à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche, et qu'en définitive, rien ne change. Et donc, ils ont tendance à incriminer le personnel politique. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette vision des choses. Moi, j'explique par un autre phénomène ce sentiment de perte de démocratie. Mais je pense qu'il faut que la France s'inspire des modèles que l'on trouve en Suisse ou en Californie, par exemple, qui ne sont pas des pays révolutionnaires, mais où on écoute beaucoup plus la population. Alors, j'ai présenté effectivement un projet de référendum d'initiative citoyenne. Alors, il faudra évidemment définir quelques contraintes, parce qu'on ne peut pas avoir un référendum tous les jours. En Suisse, je sais qu'il y a un ou deux jours dans l'année qui sont réservés aux votations. Il faudra peut-être définir aussi un nombre minimum des pétitions, mais maintenant, avec les systèmes de pétitions en ligne, on peut avoir assez facilement, si c'était un sujet d'importance, 400 à 500 000 ou 600 000 signatures, donc ça n'est pas un gros problème, parce qu'on ne va pas non plus interroger tout le monde tout le temps. Il faut que ça corresponde à un vrai besoin de la population. Et puis dans mon programme, je ne vais pas tout expliquer ici, il y a aussi l'idée que le président de la République, qui dispose déjà du droit de référendum, l'utilise beaucoup plus souvent, et en utilisant une procédure bien précise, c'est-à-dire que actuellement le référendum n'a pas très bonne image dans l'histoire de France. Ça a commencé avec Napoléon, et donc il y a toujours l'idée d'un parfum de plébiscite, c'est-à-dire que les gens ne répondraient pas à la question posée, mais répondraient pour ou contre le chef de l'État. C'est une critique récurrente qui est faite à ça. Alors je pense qu'on peut justement se soustraire à cette critique en inventant un système de référendum initié par le président, mais où le président de la République prendrait l'engagement devant les Français de ne pas prendre parti. Par exemple, j'imagine, je ne sais pas, par exemple, sur l'énergie nucléaire. Voilà. Le président de la République pourrait lancer, en tout cas c'est comme ça que je conçois la chose, lancer un débat sur l'énergie nucléaire, et avec un débat qui serait encadré avec des partisans et des opposants qui aient légitimement accès aux grands médias de façon équilibrée, pas qu'il y en ait un plus que l'autre, etc. Et le président de la République, lui, ne prendrait pas position. De telle sorte qu'avec ce système, on ne pourrait pas soupçonner les gens de vouloir voter pour ou contre le président de la République, simplement ils voteraient pour la question posée. Et le président serait ensuite légitime pour mener la politique qui aurait été décidée par la nation. Ce qui fait qu'il pourrait aussi avoir la possibilité d'appeler à voter dans un sens. C'est tous les référendums qu'on a eus, c'était ça. Mais dans ce cas-là, si le président appelait à voter dans un sens particulier, et si le corps électoral vote dans l'autre sens, à ce moment-là, il est obligé de démissionner. C'est-à-dire que je voudrais inscrire dans la Constitution ce qu'a fait Charles de Gaulle en 1969, où il a été battu au référendum de 69 sur la régionalisation, et il avait eu 47 et quelques pourcents, il a démissionné.
En revanche, je ne veux pas qu'on revoie ce qui s'est passé avec le référendum de 2005, où Jacques Chirac avait appelé à voter oui à la Constitution européenne. 55%, ce qui n'est pas rien, 55%, c'est une large majorité des Français, dont moi, ont voté non à la Constitution européenne, et Jacques Chirac est resté en poste comme si de rien n'était. Ça n'est pas bien, c'est tout à fait contraire à l'esprit des institutions voulu par De Gaulle, qui est de donner beaucoup de pouvoir au président de la République, mais avec un ressort de rappel, c'est qu'il vérifie régulièrement qu'il a la confiance du corps électoral français. Et justement, vous parlez donc du président de la République. Vous souhaitez en effet réformer les institutions, sans pour autant abandonner la Ve République. Ça passerait par un certain nombre de mesures, réduction du nombre de parlementaires, un retour au septennat du président de la République, ou encore une réduction de la durée des mandats des députés. Et du coup, selon vous, quelle doit être la place du président de la République, du gouvernement et même du Parlement dans les institutions en général? Alors, vous savez, la France a été la championne du monde du nombre de constitutions. La première qu'on a eue, c'est en 1791, avec Louis XVI qui devenait le roi des Français, et on reconnaissait la souveraineté nationale. Et puis la dernière en date, c'est celle de 1958. Mais il y en a eu tout au long du XIXe siècle, il y a eu des tentatives diverses et variées. Et au cours du XXe siècle, on a eu au moment après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un premier projet de constitution pour la 4e République qui a été rejeté par référendum, qui avait prévu de supprimer le Sénat, et un deuxième projet qui, lui, a été voté, qui a ouvert la 4e République. De Gaulle, qui avait quitté le pouvoir le 20 janvier 1946, après être arrivé à la Libération, avait dénoncé ce système de 4e République parce qu'il y voyait la main des partis. De fait, la Constitution avait été rédigée par le MRP, la SFIO, etc. Et lui, il voyait ce qu'il pensait être la catastrophe pour la France, le régime des partis. Donc, il avait fait un discours à Bayeux, le 16 juin 1946, pour être précis, donc entre le premier et le deuxième référendum, où il avait annoncé ce que lui voulait pour une République qui marcherait bien. Et c'est ce qu'il a fait en 1958. Il avait, à mon avis, il avait compris des choses. Cette Constitution était vraiment très très bien conçue, parce qu'elle correspondait bien non seulement à l'histoire de France, mais au peuple français. Il avait fait une diarchie, comme on l'a dit, c'est-à-dire au sommet deux dirigeants. Un président de la République élu pour 7 ans, qui était, comme le disait De Gaulle lui-même, en charge de l'essentiel. L'essentiel, c'est la survie de la nation. C'est sa stratégie vis-à-vis des grands de ce monde. Ce sont des grands choix stratégiques, par exemple en matière énergétique, ou en matière de développement industriel, ou en matière de développement d'infrastructures. Ça, c'est ou en matière militaire. Ça, c'était le président de la République élu pour 7 ans. Et puis, il y avait un Premier ministre qui, lui, menait, en fonction de l'article 20 de la Constitution, il menait l'action du gouvernement qui conduit la politique de la nation. C'est-à-dire que c'est une époque que vous ne connaissez pas, mais que j'ai connue étant enfant, étant étudiant. Le président de la République, c'était quelqu'un qu'on voyait peu, qui était, sous De Gaulle, qui était un peu inaccessible, qui était un peu comme une espèce de père de la nation, et qui n'intervenait qu'à quelques très grands moments. Et quand le président de la République, alors c'était magnifié au temps de De Gaulle, mais c'était aussi très sensible au temps de Pompidou, de Giscard et de Mitterrand. Lorsque le président de la République prenait la parole, c'était la majesté de l'État et les gens portaient attention, parce que c'était rare, la parole était rare. Et puis, au quotidien, c'était le Premier ministre qui menait la politique et qui, évidemment, se récoltait toutes les oppositions, menait le char de l'État, ça aboutit à prendre des décisions qui font plaisir à certains, qui déplaisent à d'autres. En plus, le peuple français n'est pas avare de critiques, c'est le moins que l'on puisse dire. Et donc, progressivement, toute l'impopularité tombait sur le Premier ministre, qui avait été conçu un peu comme une espèce de fusible. Voilà. Donc De Gaulle avait bien compris ça. C'était à la fois, il avait compris qu'il y a dans le peuple français profondément un sentiment monarchique. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, dès qu'il y a une grande décision, les gens attendent que le président de la République donne l'impulsion. Voilà. Mais De Gaulle avait compris ça. Il avait compris aussi que les Français aimaient le roi, à condition que ce soit un roi bienfaisant, mais ils aimaient aussi lui couper la tête. Donc il y avait la possibilité, justement, de ces élections tous les 7 ans, et puis la démission, comme je le disais à l'instant, parce qu'il sentait qu'il n'avait plus le soutien de la population.
Tout ceci a volé en éclats avec toute une série de réformes dont j'en retiendrai deux. La première, ce sont les institutions européennes qui progressivement, vous connaissez mon discours, on aura l'occasion d'y revenir, je pense, progressivement on a vidé de substance le pouvoir qui était le pouvoir propre aux institutions nationales, de telle sorte que maintenant le Premier ministre et le Président de la République, passez-moi l'expression, c'est un peu excessif, mais se battent un petit peu comme des chiens pour un os à ronger parce que le pouvoir est parti ailleurs. Le pouvoir est à la Commission européenne, le pouvoir est à la Banque centrale européenne, le pouvoir est à l'OTAN, donc ou dans de grandes institutions internationales comme la Cour européenne la Convention européenne des droits de l'homme ou la Cour de justice de l'Union européenne. Donc il y a une attrition de la réalité du pouvoir en France. Ça, c'est le premier phénomène. Et le deuxième phénomène, ça a été la décision tout à fait saugrenue de Jacques Chirac de créer le quinquennat. De telle sorte que maintenant, on a en fait la durée de l'élection présidentielle qui correspond à la durée de la législature. Avec une curiosité pour les spécialistes de droit constitutionnel, c'est que le président a quand même conservé le droit de dissolution. C'est-à-dire que s'il dissolvait, on pourrait avoir une disjonction des élections législatives et des élections présidentielles, ce qui pourrait mener à une cohabitation. Avant, cette disjonction était quasiment organisée puisque la législature durait 5 ans et le mandat du président de la République durait 7 ans. Ce qui donnait une respiration démocratique. Le problème dans lequel on est arrivé maintenant, c'est que le Premier ministre est devenu une espèce de directeur de cabinet du président de la République, un petit peu, je vais être méchant, mais un paltoquet. Enfin, quand vous voyez ce pauvre Castex, c'est effarant. Quand vous comparez Castex à ce que furent des gens comme Georges Pompidou, Premier ministre de Charles de Gaulle, ou même sous la cohabitation, Édouard Balladur, Premier ministre de Mitterrand. Là, quand on voit Castex, voilà, il est compté pour quasiment quantité négligeable. Il a d'ailleurs été en partie choisi pour ça, parce que le président de la République, c'est vrai de Macron, c'était déjà vrai de Hollande et de Sarkozy, a tendance à essayer d'attirer à lui tous les pouvoirs. Ils n'ont pas bien saisi cette idée très subtile de Gaulle, qui était, encore une fois, il fallait que le président de la République se cantonne dans une sphère qui était une sphère absolument stratégique et pas tactique. Donc, on a eu ce système de quinquennat. Le Premier ministre a quasiment disparu. Le président de la République, maintenant, devient un peu comme aux États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire, il n'y a pas de Premier ministre aux États-Unis. Donc, c'est lui qui dirige le gouvernement, en fait, le président de la République. Il se ramasse l'impopularité. Il se perd dans une gestion quotidienne. Et puis, il suffit qu'il tienne des propos malheureux ou qu'il prenne des décisions malheureuses. Et Emmanuel Macron, de ce point de vue-là, ne nous a pas épargnés par les propos extraordinairement malheureux qu'il a pu tenir. Tout ça, ça rejaillit sur la France, n'est-ce pas? Donc, à mon avis, c'est extrêmement mauvais. Et puis, comme les élections législatives arrivent dans la foulée de l'élection présidentielle, eh bien, pendant 5 ans, il ne se passe plus rien. Voilà. C'est-à-dire que comme on a un scrutin uninominal majoritaire à 2 tours pour les législatives, en général, il n'y a pas d'exemple contraire dans l'histoire de France, lorsque les Français élisent un nouveau président dans la foulée, quand je dis dans la foulée, c'est dans les 2 mois qui suivent, c'est pas dans les 2 ans, mais dans les 2 mois qui suivent, il y a une espèce d'effet de grâce, et les Français confirment leur choix. Avec le système électoral, il y a une très grosse majorité en faveur du nouveau président. Ça a été le cas pour Chirac, ça a été le cas pour Mitterrand en 80, ça a été le cas pour Chirac en 95, ça a été le cas pour Hollande, ça a été le cas pour Sarkozy, ça a été le cas pour Macron. Et pendant 5 ans, il n'y a plus aucun moyen pour changer de politique. Voilà. Et donc les Français ont ce sentiment que tout est absolument verrouillé. Alors que le système que je préconise, que vous avez rappelé, c'est de revenir au septennat d'un côté. D'autre part, de réduire d'1 an la législature tous les 4 ans. Ça veut dire qu'un nouveau président est élu, il y a une nouvelle législature, mais au bout de 4 ans, la législature s'arrête alors que le président continue. Et là, si les Français sont mécontents, au bout de 4 ans, ils changent de majorité. Et le président, lui, peut continuer son mandat. À ce moment-là, on est dans une période de cohabitation dont l'histoire récente a montré que les Français, finalement, étaient assez satisfaits, puisqu'il y avait dans ce système de cohabitation, le système droite-gauche, ça plaisait un petit peu aux Français. Alors certains ont décrié ces épisodes qui ont tendance un petit peu à ralentir
démentir les décisions de l'État, mais il y a quand même un mérite, c'est de donner l'impression qu'il y a une équipe qui est l'équipe de France qui est à la tête. Oui, selon vous, le rôle du Parlement, du mandat de la législature, c'est, on va dire, de trancher, par exemple, au bout de 2 ans, si les Français ne sont pas forcément contents du travail qu'a fourni le président de la République, ça va être leur moyen de juger. Ben oui, les Français, au bout de 4 ans, lorsqu'on change le Parlement, enfin l'Assemblée nationale, les Français, s'ils sont mécontents, ils envoient des députés adverses. Et vous imaginez si Macron, par exemple, dans mon système, Macron est élu donc en mai 2017, et donc en mai de cette année, il y aurait eu des élections législatives. Et les Français, à mon avis, n'auraient pas reconduit la majorité En Marche. Il y aurait eu des députés beaucoup plus nombreux, peut-être à gauche, mais surtout à droite, les Républicains, le Rassemblement national, et Macron aurait perdu sa majorité automatique, ce qui l'aurait obligé notamment sur la gestion de la Covid-19, mais sur bien d'autres sujets, ce qui l'aurait obligé à tenir compte de la vie des Français. Il n'aurait plus été cette espèce d'autocrate, comme le vivent actuellement très mal la population. Alors, je vous remercie pour cette explication sur, selon vous, votre rôle du président de la République et du Parlement dans les institutions. À présent, nous aimerions vous questionner sur la place des médias. Dans votre programme, vous voulez, je cite, « garantir la loyauté et la transparence de la vie publique », ce qui impliquerait notamment la reconnaissance des médias comme un 4e pouvoir, avec une protection des journalistes par la création d'une Cour supérieure de l'audiovisuel, ainsi que l'interdiction de la concentration des médias par les grands groupes. Ainsi, l'intervention de l'État dans le milieu médiatique ne pourrait-elle pas faire naître une ingérence ? Alors, d'abord, je vous rappelle que selon des critères qui valent ce qui valent, c'est les Reporters sans frontières, je crois, en termes de liberté d'expression, la France ne cesse de dégringoler. On est tombé au 34e rang mondial. Ça, c'est une préoccupation. Deuxième préoccupation, c'est ce que nous voyons. Et je suis quand même bien placé pour le savoir. Vous savez, il y a actuellement, il y a un organisme qui a été créé, qui s'appelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA. Et s'il a été créé à l'époque, c'était pas pour ne rien faire, a priori, c'était pour veiller à ce qu'il y ait une certaine transparence dans l'octroi des temps d'antenne aux différents partis politiques au moment des élections. Bon, en réalité, ce Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas vraiment de pouvoir d'injonction. On lui a donné une loi qui prévoit qu'il a une espèce de répartition du temps de parole en fonction de l'équité, mais personne ne sait ce que c'est que l'équité, en fait. Les gens confondent l'équité et la proportionnalité. En tout cas, je vais vous donner un exemple extrêmement concret. Pour ce qui me concerne, j'ai obtenu un petit peu moins de 1% des suffrages en 2017, mais dans des conditions très particulières. Monsieur Macron a fait 23 ou 24% dans des conditions très particulières aussi, puisque en 2017, jusqu'à ce que j'ai les 500 parrainages, j'ai eu une couverture médiatique égale à 0. Et ensuite, pendant un mois et demi avant le premier tour, ce qui est beaucoup trop tard, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle la cristallisation de l'opinion. Donc les gens, d'un seul coup, ont découvert un mois avant le premier tour quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas. Il était tout à fait trop tard pour faire un score important. Mais pendant le mois qui a suivi, donc juste avant les élections, j'ai eu droit à peu près 0,8% du temps de parole. Et en plus, avec des journalistes qui me traitaient comme si j'étais condamné, comme si je devais passer devant un tribunal. On me traitait de complotiste, de conspirationniste. On ne parlait jamais ni de mon programme, ni de mes analyses. Donc ça, c'est ce que j'ai vécu. Au même moment, M. Macron, alors je précise au passage que j'avais auparavant créé l'UPR en 2007, en mars 2007, vous avez eu la gentillesse de le rappeler. Et donc en 2017, c'était 10 ans après. Et entre-temps, on s'était présenté à des élections. Notamment, on s'était présenté aux élections régionales où on avait fait entre 0,5 et 1,5% des suffrages, ce qui n'était pas beaucoup, mais encore une fois, quand on n'est pas médiatisé, les gens ne votent pas pour vous, mais ce qui n'était pas rien. Or, M. Macron, lui, en 2016-2017, a bénéficié, selon les calculs officiels du CSA, de 24% du temps de parole, alors qu'il ne s'était présenté à rien. Il n'avait jamais été candidat. Moi, on me dit, vous avez fait que 1, et quelques %. Mais M. Macron avait fait 0. Voilà. Et donc, malheureusement, vous le savez sans doute, si vous vous intéressez aux questions politiques, il y a une martingale qui a été découverte aux États-Unis dans les années 50, 60, c'est que le résultat dans les urnes est étroitement corrélé au temps de parole que vous avez dans les médias. Temps de parole qui est à la fois le temps de parole que vous avez quand vous parlez, mais aussi
lorsque les commentateurs parlent du candidat. Par exemple, en 2017, non seulement j'ai eu 0,8% du temps de parole, mais de surcroît, il n'était jamais question de moi lorsque tous les jours, vous savez, sur toutes les chaînes de radio, de télé, on parlait les échos de campagne, et bien, jamais. On disait toujours, c'était toujours entre les mêmes. Et d'ailleurs, en France, on a inventé, enfin, pas vous ni moi, mais il a été inventé un concept qui n'existe nulle part dans la Constitution, qui est le concept de petit candidat. Je suis désolé, normalement, tous les candidats ont la même dignité, puisqu'ils ont tous réussi, ce qui est assez difficile, ce qui est même très difficile à obtenir, les 500 parrainages. Lorsque j'étais enfant, je me rappelle, c'est vraiment des souvenirs lointains, parce que c'est en 1965, donc j'avais eu 7 ans, il y avait eu 6 candidats à la première élection présidentielle au suffrage universel. Il y avait un temps égal pour les 6 candidats, dont De Gaulle, qui d'ailleurs De Gaulle, par un petit peu forfanterie, avait refusé d'utiliser son temps de parole, ce qui d'ailleurs, il s'en est mordu les doigts, puisqu'il n'a fait que 44% au premier tour, donc il a été mis en ballottage, ça a été toute une affaire, et il n'y avait pas de commentaires. C'est-à-dire que les commentaires étaient interdits. C'est-à-dire qu'on laissait les Français face aux candidats. Alors la presse était là, il y avait une presse d'opinion, il y avait l'Humanité qui poussait le candidat communiste, il y avait une presse d'extrême droite avec l'Aurore qui poussait M. Tixier-Vignancourt. Mais il n'y avait pas les commentaires dans les médias, et il y avait simplement une durée absolument égale. C'est peu dire qu'on n'est plus dans le même monde. Vous avez vu ce qui vient de se passer. Ça fait maintenant des mois, ça fait environ 4 ou 5 mois, que M. Zemmour a une couverture médiatique absolument hallucinante, en particulier par CNews, ce qui alimente les rumeurs qui sont fondées sur le fait que M. Bolloré, qui est le propriétaire de CNews, a décidé de sa propre initiative de promouvoir M. Zemmour. Alors moi, M. Zemmour, je le connais, il a des qualités et des défauts, mais ce que je sais en tout cas sur lui, c'est qu'il ne s'est jamais présenté à aucune élection. Zéro. On voit d'ailleurs dans les déboires qu'il a en ce moment le fait que ça n'est pas si facile de recueillir le suffrage des électeurs. Mais il a eu, je me rappelle, au mois de mai, il a en plus de ça fait un mélange savant entre son rôle de commentateur, journaliste et ce rôle de peut-être candidat. Au mois de mai, il a eu plus de 10 heures de télévision sur CNews. Madame Le Pen, je crois, a eu 1h40. Monsieur Mélenchon, à peu près pareil. Et quant à moi, j'ai eu évidemment 0 seconde. Alors ça peut plus durer. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'il y ait maintenant que le CSA soit modifié dans sa constitution, dans sa composition, et que le CSA bénéficie d'une protection constitutionnelle pour en faire une véritable cour de justice où il ait le droit de donner des instructions aux médias, parce que là, on ne peut pas avoir quelque chose comme ça qui parce que ça perturbe complètement le jeu normal des institutions. J'ajoute qu'il faut également que les grands médias ne soient pas concentrés dans les mêmes mains capitalistiques. Alors ça, c'était d'ailleurs au moment, vous savez que le programme que je présente aux Français s'inspire assez étroitement parfois, dans la mesure où il n'y a pas d'anachronisme, mais du programme du Conseil national de la résistance qui avait été établi en 1943-44, et notamment qui voulait retirer les médias aux puissances d'argent. Vous savez qu'actuellement, par exemple, il se dit, je ne sais pas si c'est exact, il y a eu des démentis, des confirmations, il se dit que le journal Le Figaro serait en vente. Et il se dit beaucoup que M. Bolloré, après avoir avalé déjà toute une série de journaux et de radios et de télévision, voudrait maintenant acheter Le Figaro. Donc ça n'est pas normal, ça n'est pas possible. On ne peut pas avoir, c'est comme il y a ce milliardaire tchèque qui s'appelle M. Kretinsky, qui a racheté, vous le savez, Marianne, qui a racheté elle, qui a racheté je ne sais plus quoi, enfin qui commence à constituer un empire. Donc moi je pense qu'il faut absolument que l'État veille à ce qu'il y ait une plurirépartition des opinions. Alors je vois bien évidemment ce que vous m'avez dit, l'opposition qu'on me dit, oui mais si l'État est là, il va se mêler, il va éventuellement pousser la politique du gouvernement. Vous avez raison d'ailleurs, parce que c'est exactement ce qui se passe. Parce que non seulement j'ai 0 heure, 0 minute, 0 seconde sur les grandes chaînes de télévision privées, mais c'est à peu près pareil sur les grandes chaînes, c'est tout à fait pareil sur les grandes chaînes de télévision publique. Lorsque j'ai présenté ce programme, le 19 octobre 2019, je me permets de dire que ça a été le premier
programme en complet présenté par un candidat à l'élection de 2022 que j'ai présenté. On a organisé donc une conférence de presse. On a convié TF1 qui n'est pas venu, France 2 qui n'est pas venu, France 3 qui n'est pas venu, on a France Inter qui n'est pas venu, Europe 1 qui n'est pas venu, RTL qui n'est pas venu, voilà. Et on a même invité France Info. Et France Info, un de mes collaborateurs a eu au téléphone, la personne qui l'a eu au téléphone m'a fait savoir que ça ne les intéressait pas et qui ne sont pas venus. Alors je rappelle quand même que France Info, France Inter sont payés par le contribuable et que, alors je sais que je n'ai pas une audience énorme, mais dans la mesure où j'ai quand même été candidat à l'élection présidentielle en 2017 et que je présente un programme, c'était leur devoir de venir rendre compte. Voilà. C'est que pour ça que je pense qu'il faut... alors ça ne me concerne pas que moi d'ailleurs, hein, j'ai l'impression d'être au bureau des pleurs, mais vous avez des candidats qui sont peu connus. Par exemple, en 2017, M. Cheminade était peu connu, Mme Artaud peu connue, M. Poutou peu connu, même M. Dupont-Aignan n'était pas très connu. Et je pense qu'il faudrait, M. Lassalle, je pense que les gens qui ne sont pas très connus devraient bénéficier, ça serait ça le principe d'équité, d'un petit peu plus de temps de parole que les autres pour qu'on les connaisse mieux. Parce qu'aujourd'hui, qui ne connaît pas Mme Le Pen ? Faut vraiment, enfin, je veux dire, ou alors vous êtes caché dans une grotte depuis 20 ans pour ne pas connaître Mme Le Pen. Qui ne connaît pas M. Macron ? On les connaît tous archi par cœur. M. Mélenchon le connaît, tout le monde connaît. En revanche, il y a des candidats, par exemple en 2022, si Fabien Roussel est candidat, si je suis candidat comme je le pense, eh bien que nous, on ait un petit plus. Ça serait ça l'équité, comme le commerce équitable. Le commerce équitable consiste à donner plus d'argent aux producteurs de cacao de Côte d'Ivoire que ce que normalement il aurait avec le jeu normal des forces du marché. C'est ça l'équité, c'est un principe théologique. Hein. Donc vous, c'est là-dessus que vous baserez du coup cette idée-là des médiations de l'équité. Oui, je pense qu'il faut absolument... Mais j'aimerais juste rebondir sur la question des relations internationales. Après, vous parlez de l'OTAN. Mais simplement, moi je voulais vous demander, vous voulez donc sortir de l'OTAN, on verra plus en détail avec Maël. Vous voulez pratiquer ce qu'on appelle en droit international la politique erga omnes. Comment comptez-vous assurer la défense française ? Parce que vous proposez par exemple de monter la part du budget accordée à la défense à 3%, mais face aux nouveaux enjeux internationaux. Par exemple l'opération Barkhane, l'opération Chamal, même face à des acteurs comme les États-Unis, la Russie, la Chine, comptez-vous vous appuyer sur la seule défense française ou bien est-ce que vous comptez entreprendre la construction d'une défense qui serait par exemple européenne ou bilatérale ou autre ? Alors, il y a beaucoup de questions dans tout ça. D'abord, il y a un petit point que je me permets de dire. Je fais un petit peu ma promotion, parce que je ne peux pas compter sur les grands médias du pays pour le faire. Je me permets de rappeler que, vous l'avez dit en préambule, mon parcours, j'ai à la fois, je suis vice-major de l'ENA, je suis sorti à l'Inspection Générale des Finances, j'ai travaillé au ministère des Finances, donc j'ai quand même de bonnes connaissances sur les questions monétaires, notamment l'euro, financière, commerce extérieur. Mais ensuite, dans le déroulement de ma carrière, j'ai été au cabinet du ministre des Affaires étrangères, M. de Charette, pendant 1 an et demi. Et donc, j'avais été auparavant au cabinet du ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur. Donc, pendant 3 à 4 années de ma vie, j'ai fréquenté les allées du pouvoir au plus haut niveau. Hein. J'ai accompagné Jacques Chirac. Auparavant, j'ai accompagné François Mitterrand quand j'étais dans le gouvernement, auprès d'un ministre du gouvernement Balladur. Donc, j'ai accompagné François Mitterrand en Corée, au Kazakhstan. Et sous la présidence Chirac, j'ai accompagné Chirac au Japon, en Chine, en Amérique, dans toute l'Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est, etc. Quand je dis accompagner, c'est que c'était un petit groupe de personnes. Moi, j'étais le conseiller du ministre des Affaires étrangères. Donc, je me permets de le dire parce que il y a en France, et je le dis comme je le pense, il y a un problème de niveau. Il y a un problème de compétences professionnelles pour les candidats qui se présentent à l'élection présidentielle. C'est terrible, mais je le dis. Et je le dis d'ailleurs d'autant plus que vous avez vu que M. Zemmour a fait un ouvrage dans lequel il avait raconté ce passage assez incroyable, où il a un déjeuner, je crois, avec Xavier Bertrand, et Xavier Bertrand lui avoue je ne suis pas au niveau de la présidentielle, mais de toute façon, je ne suis pas le seul, donc je m'en fiche, les autres, c'est comme moi. Non, M. Bertrand a pris son cas pour une généralité. Il y a parmi les candidats à l'élection présidentielle telle que ça se dessine en 2022, il n'y a pas beaucoup de monde
qui est, je dirais, il n'y a pratiquement personne qui ait ma compétence professionnelle, qui connaisse dont il parle, sauf peut-être Michel Barnier, qui a été pendant 17 ans aux affaires européennes, aux affaires étrangères, qui a été commissaire européen et qui sait de quoi il parle. Je note d'ailleurs que M. Barnier, à la stupéfaction générale, au début septembre, a expliqué, s'agissant de la question migratoire, qui est un sujet évidemment qui est extrêmement clivant et qui mobilise beaucoup l'attention des Français, M. Barnier, qui est pourtant réputé comme étant un grand Européen, M. Barnier a fait sensation, rappelez-vous, en disant que pour régler la question migratoire, il fallait instaurer un moratoire de 5 ans, et que pour que ce moratoire de 5 ans, c'est-à-dire pas d'immigration pendant 5 ans, pour que ça ait lieu, M. Barnier a dit qu'il fallait se soustraire à plusieurs articles des traités européens, à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et à certains articles de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'il a dit exactement ce que je ne cesse de dire depuis 14 ans. Alors ça fait sensation, après ça tout le monde lui est tombé dessus, bien entendu. Donc maintenant il en parle, semble-t-il, un petit peu moins. Mais il a dit la vérité à ce moment-là. Et moi, ce que je trouve, mais je vais répondre à vos questions dans un instant sur les questions internationales, mais c'est vraiment la première chose qu'il importe que les Français devraient se poser comme question, ben c'est comme un employeur qui embauche une recrue. Là, les Français ne devraient non pas écouter les beaux parleurs. Ils devraient se dire, est-ce que ce monsieur ou cette dame, déjà, quel est son pédigré? Est-ce qu'il a la compétence professionnelle? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie qui va lui permettre de parler avec autorité au président chinois, au président russe, au président américain? Qu'est-ce qu'il connaît du droit international, de la Constitution? Je rappelle que selon la Constitution française voulue par De Gaulle, dont on parlait au début de cet entretien, il a bien précisé que dans les quelques pouvoirs qui sont mentionnés au président de la République, il est le garant de l'indépendance nationale et du respect des traités. C'est-à-dire que le respect des traités, la connaissance approfondie des traités, et notamment des traités européens, devrait être vraiment un axe cardinal sur lequel les Français devraient s'interroger quand ils voient les candidats défiler. Moi, en 2017, il se trouve que j'avais à plusieurs reprises, dans des émissions, cité des articles des traités. Et j'avais du coup été brocardé en disant « Ah oui, c'est le type qui est là, qui parle des traités, etc. » Mais comme si j'avais été un professeur Nimbus. Mais c'est incroyable si vous y réfléchissez. Si vous y réfléchissez, ce que l'on me reprochait, c'était de trop bien connaître la fonction que je briguais. On ne peut pas élire des gens qui ne connaissent rien aux traités, et notamment aux contraintes des traités européens. Alors sur les questions internationales, et pour répondre à votre question directement, la France est actuellement la 6e ou 7e puissance économique mondiale, ça décline depuis une vingtaine d'années, mais il y a encore des beaux restes. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a un des 5 sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies, que d'ailleurs l'Union européenne veut essayer de nous piquer, et l'Allemagne pour qu'on en fasse un siège commun. On a également la peut-être 4e force nucléaire mondiale. On a une des 2 langues de travail de l'ONU, le français. On a une langue qui est parlée sur les 5 continents. On a la 2e zone économique exclusive sur terre, maritime. On a quand même de très nombreux atouts. On a une image, un rayonnement international. On a un réseau diplomatique qui est un des plus grands du monde avec celui des États-Unis. Si la France est trop petite par rapport au monde d'aujourd'hui, alors comment font, il y a 193 États aux Nations Unies, comment font tous ceux qui, les 170 ou 180 qui viennent après nous? Ils font comment? De ce point de vue-là, du coup, est-ce que vous mettrez, on va dire, la défense qui serait exclusivement française, ou alors est-ce que vous prévoyez, comme je l'ai dit, la construction d'une défense qui serait européenne ou même bilatérale? Non. Il y aura comme font tous les peuples, c'est-à-dire une défense nationale. Bon, j'ai pas tout à fait terminé ce que je voulais dire. On a des exemples de pays beaucoup plus petits que nous qui sont indépendants et qui comptent le rester. Allez suggérer à l'État d'Israël de fusionner avec les 26 pays alentours. Vous croyez qu'ils vont être contents? Allez proposer la même chose à Singapour, Singapour, c'est grand comme la moitié de l'Île-de-France. Et ces 6 millions d'habitants, ils ont un niveau de vie supérieur au nôtre et qui croient plus vite, etc., etc. Donc, la taille n'est pas la preuve de la puissance
puissance, en tout cas du niveau de vie. Mais par exemple, pour prendre l'exemple d'Israël, c'est un tout petit pays qui a une force militaire considérable. Alors moi je ne veux pas, c'est une comparaison qui ne vaut pas forcément raison. Mais quand je propose de remettre à 3% le budget des armées, c'est tout à fait raisonnable. Je rappelle qu'en 1962, alors il est vrai qu'on était au moment de ce qu'on appelait les événements d'Algérie, mais le poids du ministère de la Défense dans le budget de l'État à l'époque, et ça devait être quelque chose, d'à peu près de 3%, de 11%, 11 à 12%. Alors que là, il s'agit de le mettre à 3% parce qu'il est tombé à 1,5%. Il s'agit d'avoir une défense indépendante et nationale. Mais il ne s'agit pas de s'isoler. Parce que ça, c'est une critique qui nous est faite. Oh, vous voulez sortir de l'Union européenne, vous voulez refermer la France sur elle-même. Mais c'est absurde. Qui a jamais dit ça? Est-ce que la France, dans son histoire, a jamais été refermée sur elle-même? Non, la France, elle est située à l'ouest du continent européen. C'est une terre de carrefour. C'est pour ça qu'il y a les grandes migrations estivales du temps où il y avait du tourisme avant la Covid. Les Scandinaves, les Néerlandais, les Allemands qui traversent la France pour aller sur la Costa Brava en Espagne, etc. Donc on a, et ça remonte, c'était le même chemin qu'avaient parcouru les Vandales au moment des grandes invasions. Donc la France est une terre de carrefour. La France, donc, elle doit rester ouvert vers le reste du monde. Le meilleur exemple, c'est celui de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, avec le Brexit, est sortie le Royaume-Uni est sorti de l'Union européenne. Est-ce que le Royaume-Uni s'est refermé sur lui-même comme la Corée du Nord? Mais non, pas du tout. Au contraire, le Royaume-Uni a noué des relations bilatérales avec tous les pays du Commonwealth, notamment, et le Royaume-Uni a réussi quand même un coup de maître, diplomatiquement, il y a un mois, avec cette alliance États-Unis, Royaume-Uni, Australie, AUKUS, avec cette fameuse affaire des sous-marins. Vous voyez donc un pays comme le Royaume-Uni qui est en train de redevenir, alors bien sûr moins puissant certainement que les États-Unis d'Amérique ou que la Chine, mais qui a retrouvé son indépendance stratégique. Ce qui ne veut pas dire, comme le montre l'exemple du Royaume-Uni, qu'on ne peut pas faire des alliances. Oui, nous voulons du coup justement rebondir sur le fait que vous prônez une indépendance de la France sur la scène internationale. Vous proposez notamment le retrait de la France de l'OTAN. Je me permets de préciser que vous voulez sortir complètement de l'OTAN et non pas seulement du commandement intégré. Ainsi, cela ne renforce-t-il pas les divisions déjà existantes au sein de cette institution? Alors, ce n'est pas moi qui ai dit, c'est M. Macron, président de la République, et qui a dit, il y a 1 an et demi, 2 ans, qui a dit que l'OTAN était en situation de mort cérébrale. Alors, quand vous avez un chef d'État qui dit d'une structure à laquelle on appartient que c'est en situation de mort cérébrale, on devrait en tirer des conclusions. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, effectivement, sur la scène politique, je suis le seul, je crois, à proposer la sortie de l'OTAN. Peut-être Mélenchon qui propose la sortie de l'OTAN, mais ça n'est pas clair, puisque lui veut rester dans l'Union européenne. Or, l'article 42, excusez-moi, je cite les articles, mais l'article 42 du traité de l'Union européenne place la défense, la politique étrangère de sécurité et de défense de l'Union européenne sous l'autorité de l'OTAN. Donc il est totalement incohérent de vouloir rester dans l'Union européenne avec une politique étrangère commune et de défense sous l'autorité de l'OTAN et vouloir sortir de l'OTAN. En 1966, De Gaulle a fait sortir la France du commandement militaire intégré. Ça veut dire quoi? Parce que ça, c'est une autre phrase que j'entends régulièrement. C'est tout à fait exact. Mais en 1966, d'abord, il y avait une Europe des 6. Elle était petite. Deuxièmement, elle était embryonnaire. Elle avait simplement développé une politique agricole commune, où d'ailleurs De Gaulle avait bien aménagé le truc pour que les Allemands, en fait, payent la modernisation de l'agriculture française. Je rappelle que De Gaulle, d'ailleurs, n'a pas voté le traité de Rome de 1957, puisqu'il était, à l'époque, dans la traversée du désert, et que De Gaulle, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, a trouvé le traité de Rome créant le marché commun sur la table. Il n'était pas du genre à vouloir piétiner la signature de la France, il a essayé de voir ce qu'il pouvait faire avec ça, mais à la condition expresse de ne jamais remettre en cause la souveraineté nationale. À partir de 1963, d'ailleurs, il a lancé un plan, le plan Fouchet, ce qu'on appelle l'Europe des nations, qui a été rejeté par les autres pays. De Gaulle
avec l'Europe des six, alors qu'il était surpuissant, que nous étions la seule puissance nucléaire à l'époque de cet attelage, alors que l'Allemagne et l'Italie sortaient du fascisme et du nazisme, donc rasaient les murs, même De Gaulle, en 1963, n'a pas réussi à imposer un projet d'Europe des nations tel qu'ils ont essayé de le faire. Donc, il a fait contre mauvaise fortune bon cœur, et donc il a pris les traités et il a lancé l'idée d'une politique sectorielle, la politique agricole commune, qui a permis, comme je le disais, en fait, par ce système, hein, l'Europe, la Commission était déjà une pompe aspirante et refoulante d'argent, mais à l'époque, la France était bénéficiaire nette, c'est-à-dire qu'entre l'argent qu'on versait et l'argent qu'on recevait, on recevait beaucoup plus. Et ce décalage, c'était en fait l'Allemagne qui, pour être un peu réintroduit dans le jeu des nations civilisées après les horreurs du nazisme, était d'accord pour faire ça, puis il était poussé par derrière par les Américains. En 1966, De Gaulle décide de quitter le commandement militaire intégré, mais pas l'OTAN. Pourquoi ? Parce que à l'époque, il y avait le pacte de Varsovie, qui était avec l'URSS et tous les pays satellites de l'Europe de l'Est, et qui était objectivement la grande menace qui pesait sur la France. Bon, donc on peut comprendre qu'il ne voulait pas sortir de cette alliance. Mais il a voulu sortir du commandement militaire parce qu'il estimait que la France devait garder son indépendance stratégique, c'est-à-dire qu'on n'avait pas à obéir à une décision d'un amiral ou d'un général ou d'un, je sais pas quoi, d'un très haut gradé, d'un officier supérieur américain. Voilà. Donc il a fait, et dans le même mouvement d'ailleurs, il a fermé les bases américaines qui étaient installées en France depuis la Seconde Guerre mondiale et qui s'étaient installées sous la 4e République. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans la même situation. Aujourd'hui, d'abord, il n'y a plus l'Europe des 6, c'est l'Europe des A27, premièrement. Deuxièmement, il y a eu des quantités de traités qui sont arrivés derrière, et au premier rang desquels, le traité de Maastricht qui crée une politique étrangère de sécurité et de défense dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il a été convenu que la politique étrangère française ne serait plus indépendante, qu'elle serait soumise à cette Europe fédérale qui ne dit pas son nom, mais il s'agit bien de construire une Europe fédérale. Et donc, dans ce cas, et comme je l'ai dit à l'instant, cette politique étrangère est placée sous la tutelle de l'OTAN par l'article 42. Dans ces conditions, Nicolas Sarkozy, en 2008-2009, je ne sais plus, je ne me rappelle plus exactement, a décidé que la France devait réintégrer le commandement militaire intégré de l'OTAN, qu'on avait donc quitté en 1966. Et d'une certaine façon, moi je ne peux pas donner tort à Nicolas Sarkozy, moi je n'aurais pas fait ça, mais je ne peux pas lui donner tort parce que c'est logique. Parce que vous ne pouvez pas être dans une alliance militaire, et dans une alliance politique et économique et tous azimuts avec l'Union européenne, dont la politique de défense est placée sous l'autorité de l'OTAN, et refuser, vous êtes membre de l'OTAN, et refuser par ailleurs de participer au commandement militaire intégré, parce que vous ne pesez plus rien. Au moins, si on est dans le commandement militaire intégré, vous pouvez avoir des officiers supérieurs français qui participent à l'élaboration des prises de décision. Donc c'est une logique. L'autre logique, c'est celle que je défends, c'est celle qui consiste à dire l'OTAN est en mort cérébrale, c'est M. Macron l'a dit lui-même, l'Union européenne de toute façon finira par exploser. Cette Union européenne ne nous permet pas de défendre nos intérêts nationaux, elle nous pousse au contraire vers la guerre, j'insiste, parce que beaucoup de gens croient l'Europe c'est la guerre, c'est l'appel, oh non, l'Europe c'est la guerre. Il y a un exemple tiré de l'actualité la plus brûlante. Je vois qu'en ce moment, je crois que c'était hier, il y a la présidente de l'île de Taïwan qui est en visite dans les pays baltes et qui a appelé les pays, reçus en grande pompe par les dirigeants estoniens, lettons, lituaniens, qui appellent l'Europe à défendre l'indépendance de Taïwan face à la Chine. Est-ce que nous, les Français, on veut vraiment ça ? Est-ce que vous êtes prêts, votre génération, à mourir pour assurer l'indépendance de Taïwan ? Franchement, moi, on parle de la Chine qui est d'ores et déjà devenue la première puissance économique et industrielle du monde et qui est en passe de devenir une des plus grandes puissances militaires. Et je rappelle que Taïwan est chinoise depuis beaucoup plus longtemps que le comté de Nice ou que la ville de Lille ou que la Savoie. Donc, en quoi ceci nous concerne ? Il se trouve que si Madame la présidente de Taïwan est allée en Lituanie, Lettonie, Estonie, c'est parce que ces pays qui ont subi le joug du communisme
sont extrêmement anticommunistes. Ils nous opposent d'ailleurs, ils sont à la pointe de l'antagonisme vis-à-vis de la Russie. Et on touche du doigt ici l'un des problèmes essentiels de la construction européenne, c'est que les États qui sont liés dans cet attelage n'ont pas les mêmes intérêts. La France, ça remonte à loin, ça remonte à Henri Ier qui s'est marié au XIIIe siècle avec Anne de Kiev. La France, elle a un intérêt géopolitique majeur à avoir des bonnes relations avec la grande puissance qui fait le contrepoids à l'autre bout de l'Europe, qui est la Russie, pour maîtriser la méthode Europa. Et ça, c'est tous les géopoliticiens qui ont un peu réfléchi au problème, à commencer par De Gaulle, qui était le premier à le dire, le pensait. Pourquoi De Gaulle, justement, il est allé créer la grande commission mixte franco-soviétique en 1966. Pourquoi a-t-il reconnu la Chine populaire en 64? Ce n'était pas parce qu'il était communiste, parce qu'il savait qu'il fallait des contrepoids à l'influence américaine sur la France. Et c'était un jeu, un concert des nations, un équilibre entre les nations. Donc nous, notre intérêt, c'est d'être en bon terme avec la Russie, mais l'intérêt des Polonais, des Estoniens, des Lettons, des Slovaques, etc., c'est d'être complètement sous le parapluie américain. On a des intérêts géopolitiques qui sont en fait antagonistes. Le résultat, eh bien, c'est que ça aboutit à une espèce de blougui-bougla, ou je sais pas comment on dit, enfin un truc où plus personne n'y comprend rien. La France n'est plus maîtresse de ses intérêts et elle défend des intérêts qui parfois sont exactement contraires à nos intérêts. On le voit par exemple sur l'affaire du gaz vendu par la Russie à l'Europe occidentale. Je me permets d'ailleurs de dire de ce point de vue-là que non seulement le problème de l'Union européenne existe, mais en plus de ça, on a une classe politique qui se vautre en fait dans la soumission ou dans l'incompétence. Parce que, par exemple, l'Allemagne, qui pourtant est dans l'OTAN et pourtant est dans l'Union européenne, défend beaucoup mieux ses intérêts de grande puissance. On a vu par exemple que Mme Merkel n'a pas flanché sur l'affaire du gazoduc Nord Stream 2, parce que c'est un intérêt stratégique fondamental pour l'Allemagne d'avoir le gaz russe. Pour rebondir sur vos propos, nous pouvons dire que l'un des grands axes de votre projet politique est le Frexit, c'est-à-dire la sortie de la France de l'Union européenne et de ses traités fondateurs ainsi que de l'euro. Question très simple, comment allez-vous faire concrètement pour sortir de l'Union européenne et quelles en seront les conséquences selon vous? Alors, ça c'est une question extrêmement énorme, mais je voudrais, si vous me le permettez, je voudrais dire quelque chose qui je crois est très important. En 2017, je me suis présenté comme étant le candidat du Frexit et bon, il y a beaucoup de gens qui ne me connaissaient pas, ils se sont dit c'est qui cet énergumène et pourquoi est-ce qu'il veut sortir, c'est quoi, il est nostalgique, il est raciste, il est ça, non, pas du tout. Ce que les gens n'avaient pas forcément bien compris à l'époque et que j'essaie d'expliquer mieux cette fois-ci, mais la connaissance des dossiers a quand même beaucoup progressé depuis 5 ans, c'est que si je propose de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, ça n'est pas parce que je suis nostalgique, que je voudrais refermer la France sur elle-même, que c'est ou ça. Non, c'est parce que je veux mettre en place les politiques souhaitées par les Français. Les Français, il est question beaucoup en ce moment de réindustrialisation de la France. Les Français voudraient qu'on interdise les délocalisations. Moi, le premier, parce que la France est en train de perdre ce qui produit la richesse, c'est-à-dire son industrie, entre autres, ou son agriculture. Et moi, ce que j'explique depuis 14 ans, c'est que ces délocalisations, elles ne sont pas tombées du ciel. Sous Vincent Auriol, René Coty, Charles de Gaulle, Georges Pompidou et Mitterrand jusqu'en 86, ça n'existait pas. Pourquoi ça n'existait pas? Parce que l'État avait le contrôle des mouvements de capitaux. Voilà. Et le contrôle des mouvements de capitaux a sauté avec l'acte unique européen de 86, confirmé par le traité de Maastricht de 92. Donc aujourd'hui, si vous voulez empêcher les délocalisations, vous ne le pouvez pas. Si vous pouvez le dire comme ça dans une tribune, à la télévision, vous ne le pouvez pas. C'est pareil pour l'immigration. C'est ce qu'a dit d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, M. Barnier. Il y a d'autres articles dans les traités qui organisent la libre circulation à l'intérieur de l'Union européenne. Vous ne pouvez pas maîtriser vos frontières. C'est pareil pour la recherche, c'est pareil pour la défense. C'est-à-dire que dans tous les domaines, les Français veulent des politiques et ils constatent qu'ils élisent des responsables qui ne les mettent pas en musique. C'est pourquoi ce qui est vraiment fondamental, c'est un combat fondamental, c'est que les Français comprennent, les électeurs, pourquoi je dis ça et quelles sont les relations de cause à effet qu'il y a entre le fait
d'être dans l'Union européenne et le fait d'avoir les politiques que nous avons. Parce que ça, les gens ne le comprennent pas. Et je vois là la campagne présidentielle qui commence, je vois M. Jadot, M. Mélenchon, M. Montebourg, Mme Le Pen, etc., qui annoncent comme ça des quantités de programmes, mais à aucun moment il n'explique est-ce que ça va être compatible avec les engagements internationaux de la France, les fameux traités européens dont je parlais, et dont je vous ai dit plus tôt dans cet entretien que le président de la République est le garant du respect des traités. Donc on ne peut pas à la fois, comme M. Mélenchon qui était candidat à l'élection présidentielle, il veut être président de la République, et la première chose qu'il disait c'était on ne va pas respecter les traités européens. Alors déjà, ça veut dire qu'il piétine la fonction suprême. Quelle confiance pouvez-vous faire à quelqu'un qui va se faire élire pour faire le contraire de ce qui est prévu dans la Constitution? Mais plus encore, les propos de tous ces candidats qui vous disent « Oui, mais ne vous inquiétez pas, parce que je connais ce qu'on dit de moi, oui, mais c'est un juriste, il pinaille, Bon. Non, c'est pas que je pinaille, c'est que moi je connais les dossiers, comme Barnier. Moi j'ai vu comment ça se passe. J'ai vu que si la France commence à ne plus respecter sa parole gravée dans le marbre des traités, ses directions aussitôt d'abord des pénalités par la Commission européenne, et après c'est la Cour de justice de l'Union européenne, et éventuellement la Cour internationale de justice. Parce qu'il y a quand même des instruments dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas la loi de la jungle. Donc il faut rendre compte. Et si l'on veut faire une partie de bras de fer, ça se terminera au détriment de la France si on viole le droit international. Alors moi je dis, si plutôt que de violer le droit international pour être condamné, et pour en sortir éventuellement à ce moment-là dans des pires façons, faisons ça en harmonie avec les autres pays. Parce que la sortie de l'Union européenne par l'article 50, tout le monde est d'accord sur le principe, ça fait partie des traités. Alors maintenant, pour sortir de l'Union européenne, il y a un article, l'article 50, qui prévoit que il faut, conformément aux règles constitutionnelles de l'État en question, ce qui pour nous consistera à toiletter la Constitution française avec le titre 15 qui a été créé sous Sarkozy dans le dos des Français, où il est précisé que la France fait partie de l'Union européenne, respecte les traités TFUE et TUE. Parce que les autres candidats ne vous le disent pas. Hein. On a des verrous constitutionnels qui ont été placés sous Sarkozy par les parlementaires réunis en Congrès, sans que les Français ne le sachent. Et d'ailleurs, il est précisé aussi qu'en cas de problème d'interprétation, on se soumet à la Cour de justice de l'Union européenne. Vous avez vu, il y a environ un mois, lorsque la Pologne, la Cour constitutionnelle de Varsovie, a dit que la constitution polonaise prévalait sur le droit européen, vous avez eu en France toute une série de gens, Mme Le Pen, M. Zemmour, M. Montebourg, M. Dupont-Aignan, etc., et qui ont dit bravo, je suis d'accord, même Mme Pécresse, M. Xavier Bertrand, tout le monde, tous ceux qui font un peu profession de souverainisme, se sont dit très bien, c'est ce qu'il faut. Mais c'est vraiment se moquer du monde. D'abord, quelles en sont les conséquences? Un mois après, pour l'instant, la Commission a imposé une amende. Vous avez remarqué qu'on n'en parle plus. Bon. Et la réalité, c'est que nous avons une constitution qui nous fait obligation de respecter la Cour de justice de l'Union européenne. D'ailleurs, imaginez que la France fasse prévaloir sa constitution française sur le droit européen. La Pologne ferait pareil. L'Allemagne, les Pays-Bas, le Portugal, l'Italie, la Slovénie, ça deviendrait absolument ingérable. Ça deviendrait, comme on dit, la cour du roi Péto. Donc c'est exactement comme si vous commencez à jouer à un jeu de société, vous jouez à Uno par exemple, ou bien à la bonne paye, ou au Monopoly, et puis que vous êtes en train de perdre, puis d'un seul coup vous constatez que vous perdez, que ça va pas trop, ben vous décidez non, moi j'impose mes propres règles. Donc là je passe par le cache-prison, non, je n'y vais pas. Là je tombe sur un hôtel avenue Foch, là je parle du Monopoly, mais je ne vous paye pas parce que c'est moi qui fixe les règles. Ça se termine évidemment en pugilat général. Donc quand vous êtes dans un contexte comme l'Union européenne, soit vous y êtes, soit vous n'y êtes pas. C'est comme un club d'amis. Voilà, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc,
C'est pour ça que moi je dis qu'il faut, comme les Britanniques l'ont fait, vous savez, les Britanniques, c'est pas un peuple ni d'extrême droite, ni qui veut fermer le Royaume-Uni sur lui-même, etc. Non, au Royaume-Uni, d'ailleurs, il n'y a pas que le peuple. Il y avait des grands journaux, comme le Daily Telegraph, par exemple, qui avaient appelé à voter pour le Brexit. Ils ont pris la voie juridique de l'article 50, et ça se passe très bien, merci pour eux. Quant à nous, eh bien, nous appliquerons ça, c'est-à-dire 2 ans de négociation. Au bout de 2 ans de négociation, soit on est parvenu à un accord, soit on n'est pas parvenu à un accord avec les autres pays membres de l'Union européenne. À ce moment-là, 2 possibilités. On en sort de plein droit, c'est-à-dire ce qu'on avait appelé à l'époque le hard Brexit, sorti sans accord, ce qui n'est quand même pas extrêmement souhaitable, c'est faisable mais c'est pas souhaitable, soit on prolonge de quelques mois pour obtenir un accord. Mais à partir du moment où le Royaume-Uni est déjà passé par là, il a d'une certaine façon un petit peu défriché les problèmes. Alors on a bien compris votre position sur l'Union européenne. Simplement juste une dernière question très rapide sur la jeunesse. Donc on aimerait évoquer donc la place de la jeunesse dans la vie politique. Et lors par exemple des dernières élections régionales, il y avait près de 90% des 18-24 ans qui ne sont pas allés voter. Alors simplement en quelques mots, pour conclure, comment comptez-vous mobiliser une génération désenchantée par la politique et quel message souhaiteriez-vous apporter à la jeunesse en quelques mots ? Alors, c'est toujours difficile de parler parce que la jeunesse, c'est pas forcément un concept parfait. Il y a des jeunes différents, c'est comme il y a des vieux différents. Je connais des jeunes qui sont comme vous, d'autres qui sont extrêmement différents de vous, qui pensent des choses totalement différentes. Donc, c'est toujours un concept un petit peu difficile. Mais cela étant, vous avez quand même raison sur un plan, c'est que il y a dans les jeunes générations une espèce de morosité, de tristesse, d'un peu d'absence d'avenir. Est-ce que vous avez remarqué quand est-ce que les jeunes se mobilisent souvent? C'est souvent en matière sportive. La Coupe du Monde de foot, les Jeux Olympiques, ça leur plaît. Et c'est le moment où on sort le drapeau bleu, blanc, rouge. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire de l'humanité d'un pays qui se redresse, si ce n'est sur l'amour de la patrie, l'amour des gens, de vos ancêtres, de vos parents, de vos grands-parents, de tous ceux. Nous sommes les héritiers d'un pays extraordinaire et malheureusement on explique aux jeunes Français, quand je dis jeunes Français, je ne parle pas, c'est pas une conception ethnique, c'est une conception citoyenne. À l'UPR, le parti que j'ai créé, nous avons beaucoup de jeunes Français d'origine étrangère, d'origine du Maghreb, d'origine d'Afrique, d'origine d'Asie, etc. Beaucoup qui apprécient beaucoup le discours que l'on tient, parce que c'est un discours de fierté dans la France, de croyance dans la France. La France est un immense pays, et ils le savent. Moi, j'ai eu la chance d'avoir vécu à l'étranger. J'ai passé 1 an et demi de ma vie au Japon. Je suis allé dans 95 pays du monde. Je ne suis pas du tout un esprit fermé, étriqué, au contraire. Et je sais ce que les peuples du monde attendent de la France. Ils attendent une France rayonnante, une France qui apporte quelque chose au monde, qui ait confiance en elle-même. Ils n'attendent pas que la France soit une espèce de sous-produit des États-Unis. Pourquoi est-ce qu'on a, par exemple, une industrie militaire qui a été très importante ou une industrie nucléaire? Parce que les clients, que ce soit les pays du monde arabe, la Chine, etc., ils voulaient acheter un autre producteur que les États-Unis pour avoir une autonomie. Donc la France doit être elle-même. Et je peux vous assurer que le jour où on sera sorti de l'Union européenne, sorti de l'euro, sorti de l'OTAN, et que la France retrouvera confiance en elle-même, et puis fierté aussi dans son chef d'État. Pas un chef d'État qui va qui est faible avec les puissants et impitoyable avec les petits, parce que c'est ça qu'on a avec Macron. C'est quelqu'un qui est complètement carpétoïde, avec des gens comme la Big Pharma, avec des gens comme le président des États-Unis, etc. Mais en revanche, qui impose une volonté autocratique sur le peuple français. Ça, les Français ne veulent pas. Et ça remonte pas à Macron, ça remonte à Saint-Louis. Si Saint-Louis a été canonisé, c'est parce que le roi de France prenait la défense du petit peuple face aux grands féodaux. Les grands féodaux de notre époque, ce sont les grands industriels, l'oligarchie euro-atlantiste, etc. Les Français, ils ont besoin d'avoir un chef d'État dans lequel ils aient confiance, parce qu'ils savent que ce chef d'État-là, il va se battre d'abord et avant tout pour la France, le niveau de vie des Français, la liberté et le bien-être du peuple français, tout en étant extrêmement ouvert vers l'étranger, exactement ce qu'avait fait d'ailleurs Charles de Gaulle dans les années 60. Merci à vous, Monsieur Asselineau, pour vos réponses à nos questions. L'intégralité de l'interview sera disponible sur YouTube ainsi que sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Merci en tout cas à vous. D'accord, merci. Merci.